Bonjour, j'ai le plaisir de clôturer cet après-midi. Donc merci aux organisateurs et merci à Nadine de leur invitation. On va tomber sur des choses beaucoup plus quotidiennes et pragmatiques pour les hospitaliers, mais également à résonance pour vous qui êtes chercheurs ou étudiants-chercheurs à l'INSERM, qui est qu'est-ce que c'est, qui est centré sur la recherche clinique et comment on fait de la recherche clinique. Et quand on fait de la recherche clinique, quelles sont les méthodes et les exigences du recueil du traitement des données de la recherche. Alors, j'ai essayé de réfléchir à une définition des données de la recherche. C'est une donnée qui est personnelle et sûrement perfectible. J'en me suis dit que c'était quand même l'ensemble des paramètres qui sont caractéristiques d'un sujet ou d'un patient qui est inclus dans un protocole de recherche et qui participe au but qui est poursuivi par la recherche. Alors, une donnée de recherche, elle est soumise à deux exigences. Elle doit être très informative pour la recherche et elle est cadrée par la loi dont vous avez entendu parler précédemment, qui est la loi informatique et liberté. Lorsqu'on fait de la recherche clinique, le processus d'une étude de recherche clinique, elle suit un process qui est assez codifié par étapes, de la conception de la recherche jusqu'à dépôt de la recherche auprès d'un financeur, que l'appel d'offres. Et puis après, il y a toute une partie qui est le suivi pratique de la recherche avec l'inclusion des patients. Et c'est là qu'intervient le sujet du jour avec la gestion et le recueil des données relatives aux patients inclus dans la recherche. Et la façon dont on va les stocker et l'exigence qu'on va avoir à les recueillir va permettre une analyse statistique rigoureuse et une analyse des datas qui va permettre de produire de la connaissance dont le but est de la recherche. L'URC, évidemment, s'occupe de toutes ces étapes et vous accompagne et accompagne les investigateurs hospitaliers à chacune des étapes. Alors, qu'est-ce que c'est la première étape, l'étape 1, que j'ai appelée méthodologie? C'est un investigateur qui vient nous voir en nous disant « j'ai une idée », ou alors vous avez une idée un soir au théâtre ou le matin sous la douche, et la première question qu'il faut se poser, c'est « est-ce une bonne idée ?» Donc, la première réflexe, c'est d'aller faire un peu de bibliographie, de discuter avec les collègues et les experts pour savoir si votre idée est valable. On vous propose, mais c'est non obligatoire, mais enfin ça le devient de plus en plus pour des raisons réglementaires dont vous avez précédemment entendu parler, de venir nous voir à l'unité de recherche clinique. Et notre travail, c'est de vous faire un peu travailler sur la façon dont on va pouvoir transformer une intuition, une idée, en une formalisation qui est dite en objectif de la recherche et avec une qualification en critères de recherche, c'est-à-dire une quantification numérique de votre résultat ou de votre recherche. Et ces deux points sont absolument fondamentaux parce qu'ils vont être vraiment la pierre angulaire du départ d'un projet de recherche et cette étape est absolument indispensable pour faire une recherche de qualité. Alors, on m'a demandé de détailler cette présentation sur un exemple dont je vais vous parler d'une recherche qu'on a menée, qu'on mène actuellement à l'Institut Imagine avec le professeur Olivier Hermine. Donc le contexte scientifique, c'était celui-ci. Il y a un syndrome qu'on avait appelé, qui s'appelle hémophagocytis lymphohistiocytosis, qui a un nom un peu barbare, on va l'appeler HLH. En gros, qui est caractérisé par tout un tas plusieurs signes cliniques et biologiques. Et il y avait un élément qui était un peu étonnant, c'est que ce syndrome pouvait survenir à 2 âges très précis de la vie, chez des très petits, entre 0 et 3 ans, et cette affection était génétiquement déterminée. Il y a 11 gènes qui sont identifiés aujourd'hui, et ces syndromes étaient extrêmement graves, et les patients mouraient en absence de moelle osseuse. On a fait des souris KO pour ces gènes et on a compris quels étaient les déterminants physiopathologiques de cette maladie. Et à l'autre extrême de la vie, c'est-à-dire l'extrême un peu plus proche, à 20 ans, à partir de 20 ans jusqu'à des âges beaucoup plus tardifs, ce syndrome était connu des médecins de l'adulte. Donc il est cliniquement exactement le même. Mais pour le coup, on n'avait aucune connaissance physiopathologique ni en termes de traitement.
Donc rapidement, les souris KO avaient permis de montrer que des lésions intervenaient dans une voie particulière de la cytotoxicité d'un lymphocyte CD8, leur défaut de cytotoxicité engendrait des cytokines pro-inflammatoires, peu importe, tout ça pour dire que la physiopathologie bien connue du syndrome expliquait tous les signes cliniques et biologiques du syndrome. D'où l'idée et l'intuition de dire, finalement, et on était à l'état d'idée, pourquoi est-ce que une maladie qui s'exprime chez les tout petits et qui s'exprime chez les grands pourquoi aurait-il des déterminismes physiopathologiques différents? Et donc on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que chez les grands, il n'y aurait pas un déterminisme génétique dont on n'avait pas la moindre idée au départ. Voilà, donc on est à ce moment-là à l'idée de la recherche. Donc on a discuté avec des médecins de la recherche clinique, donc là, de la recherche clinique. Donc j'ai pas discuté avec moi-même, mais j'étais à l'époque en formation recherche clinique, donc je suis allée me former à ce moment-là. Et on a essayé de dégager une idée, c'est-à-dire un objectif de la recherche. Et là, on a formalisé cette chose de cette façon-là, ce qui aurait pu être fait d'une autre manière, qui est finalement, existait-il des variants rares et fonctionnels des gènes du HLH qui sont associés aux formes sporadiques. On en a dégagé un critère principal, c'est une fréquence de patients porteurs de un ou plusieurs variants. Et puis on a déterminé des objectifs secondaires qui étaient ces variants génétiques qui existent chez ces malades, est-ce qu'ils sont associés à des formes cliniques particulières du HLH? Bon, ça c'est un exemple pour montrer qu'est-ce que c'est qu'un objectif de recherche et le critère de recherche. On a donc, une fois qu'on avait fait ça, on a pu monter un vrai protocole de recherche, on a obtenu un financement par un PRHRC et on a formulé une vraie hypothèse de recherche qui était de dire est-ce que les formes sporadiques sont génétiquement déterminées par des variants des gènes en cause au cours des formes génétiques. On est arrivé à une formulation de notre question qui était simple et concise et à laquelle le protocole devait rechercher. On avait quelques exigences en nombre de patients parce que c'est une maladie rare, donc on a monté l'organisation de la recherche en sollicitant tous les centres hospitaliers de diverses spécialités en France. On a inclus des patients, on a prélevé des patients, on a récupéré du matériel, on a récupéré du sérum, et puis on a utilisé l'expertise du laboratoire qui s'occupait du séquençage des petits à imaginer. En gros, on a des données de la recherche. Alors, qu'est-ce qui doit mener la première étape du recueil de la réflexion autour de qu'est-ce que ça va être mes données de recherche? C'est évidemment l'investigateur. C'est l'investigateur qui doit savoir quelles sont les données qu'il veut recueillir pour son protocole. La question, elle paraît absolument évidente pour tout le monde, n'empêche que il y a quand même une chose importante, c'est il y a deux exigences, d'arriver à cibler les informations qui vont être informatives et indispensables au projet de recherche. Alors si je vous dis ça, ça vous paraît évident, mais en fait dans la vraie vie, c'est pas si simple. Donc il faut cibler, il faut éviter l'exhaustivité parce qu'une fois qu'on est parti dans un projet de recherche, on veut tout récupérer, un maximum. Je vois Angela qui est dit bon. Mais on veut vraiment tout récupérer parce qu'on se dit quitte à en faire un, je vais pas en faire 50, donc je veux tout et on est tous pareils. Donc ça c'est là. Et c'est une erreur que je vais vous le montrer, que j'ai payée à mes dépens. Et puis, il faut vraiment réfléchir au niveau d'exigence qu'on veut de la variable. C'est-à-dire, quel est le niveau de précision, d'information qu'on veut sur la variable qu'on va récupérer. Et puis, il faut faire attention, on en oublie toujours. C'est-à-dire que parfois, on passe à côté de trucs évidents, mais évidents. Alors, pourquoi c'est important? Et cette étape-là, qui paraît extrêmement bêtassonne, elle est extrêmement importante. Parce qu'il faut vraiment réfléchir à de quoi j'ai besoin, non pas pour tout savoir sur ma maladie, ce qui m'intéresse moi en tant que chercheur, mais de quoi j'ai besoin pour répondre à la question de la recherche, sachant que la recherche, elle est limitée dans le temps et elle a un budget limité. Et vous allez avoir besoin de personnel qui est budgété par votre recherche, par votre projet de recherche pour recueillir vos données. Donc vous n'avez pas un temps personnel recherche illimité. Voilà. Et c'est ça les contraintes de la recherche. Enfin, une des contraintes de la recherche.
Donc, je me mets en scène, HLH, en gros, moi je suis partie avec mon esprit d'interniste, je voulais tout recueillir. Donc, pour un patient, j'ai mis, je crois que j'avais à peu près 300 variables pour un malade. Donc, vous imaginez le boulot de recueil dispersé sur 50 centres en France. Et donc, c'était beaucoup. C'était beaucoup au vu de ce dont j'avais besoin pour répondre à ma question, c'est-à-dire quels sont les patients sévères, 3 critères de sévérité. Alors, je mets un petit peu de sonde sur la tête. L'idée, c'était aussi de monter un observatoire de patients, donc d'avoir quand même un renseignement assez exhaustif sur tous ces malades, sur cette pathologie qu'on connaissait mal. Mais bon, ça c'est vrai. Et puis, on fait des oublis évidents. C'est une pathologie qui appartient au registre des déficits immunitaires. Eh bien, nous avons oublié de recueillir le dosage des immunoglobulines, ce qui va faire rigoler Nadine. Et pourtant, c'est vrai. Donc, voilà. Donc voilà, ça a été un boulot d'enfer d'aller retourner rechercher cette base. Donc vraiment, on oublie des trucs, on oublie toujours. Donc il faut travailler à plusieurs, il faut se faire relire, il faut travailler à plusieurs. Alors aussi après, il y a un autre boulot, alors ça je pense que c'est peut-être ma déformation d'interniste, mais le niveau de précision de la donnée. Vous voulez savoir, donc mes malades, ils ont un HLH, alors certains ont rien, certains ont des lymphomes, certains ont des hémopathies, et certains ont des maladies de système. Alors, est-ce que vous voulez savoir si votre malade il a un lymphome, oui ou non? Est-ce que vous voulez savoir si votre malade il a un lymphome T ou lymphome B? Est-ce que vous voulez savoir s'il a un T, un B, un stade 4, un stade 3, un stade 2? Est-ce que vous voulez savoir si c'est un EBV, mais un EBV histologique ou un EBV avec une PCR? Et ça change tout, parce que là, la personne, la petite main, qui va aller rechercher ça, je peux vous dire qu'entre cocher la lymphome T écrit dans le compte-rendu et avoir le log de la PCR EBV, qui est un cauchemar à récupérer, c'est en coût recherche, c'est beaucoup plus, ça se quantifie en coût recherche, voilà. Donc des petites choses pragmatiques, et nous, on a quand même tendance à être spontanément très précis, très exhaustif, parce qu'on a été formé comme ça dans nos études médicales. Par exemple, même chose pour la tuberculose. Est-ce que moi, mes patients, ils faisaient des tuberculoses, ils font des germes intracellulaires. Alors, est-ce que c'est important de savoir s'ils ont eu une tuberculose? Bon, ça, c'était important. Mais moi, au départ, j'ai voulu savoir si c'était une pulmonaire, une médulaire, une hépatique, s'il fallait le diagnostic avait été fait par PCR, par prélèvement direct, par culture, etc. Donc tout ça, finalement, servira probablement dans un temps pour des études ancillaires, mais n'était pas utile pour répondre à ma question. C'était important de savoir s'il y avait des lymphomes ou des tuberculoses. Ça, par contre, c'était par contre important. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier travail. Et ça, c'est le travail entre l'investigateur, ses collègues et le data manager. Mais c'est vraiment le travail de l'investigateur, et je vous invite à vraiment le faire pour pas le regretter après. C'est extrêmement important. Les investigateurs n'aiment pas tellement qu'on leur dise ça, parce qu'on a l'impression qu'on leur fait la morale, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment un conseil pratique. Alors après, il y a un deuxième travail qui est comment je vais coder ma variable, c'est-à-dire quel noming elle va avoir dans ma recherche. Alors, le but, c'est d'avoir une exigence d'homogénéité de la variable d'un centre à l'autre. Donc, typiquement, que la glycémie soit pas un jour en grammes et un jour en mol. Surtout que quand elle arrive d'un labo, le malade est inclus à Jean Verdier, il n'a pas la même glycémie, il n'a pas la même unité de glycémie que à Avicenne. Et c'est partout en France, quoi. Donc, c'est que ça. Donc, il faut choisir un codage uniforme de la variable de façon à ce qu'on s'y retrouve tous. C'est très important parce que non seulement on permet de s'y retrouver d'un patient à l'autre, d'un centre à l'autre, mais d'un pays à l'autre, parce que quand vous allez publier vos variables, il faut qu'elles soient identifiables par la façon dont on code la glycémie aux États-Unis, en Chine, que sais-je, quoi. Donc, il y a aujourd'hui un dictionnaire qui s'appelle MEDRA, et dont les data managers, qui sont le personnel dont c'est le métier, utilisent, qui est une sorte de dictionnaire international, et où chaque variable est homogénéisée de la façon la plus représentative d'un pays à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui existent. Et c'est un métier de la recherche clinique qui s'appelle Data Manager, d'utiliser, de traduire vos data de façon le plus uniforme possible.
Alors, qu'est-ce qu'il fait le data manager? Je vous ai mis l'exemple de ce que fait notre data à l'URC. Il prend une variable, par exemple sexe. Il va regarder si c'est une variable de type choix unique. Donc, oui, on est soit masculin, soit féminin. En revanche, il y a des dates. Il va, pour chaque variable, la coder de façon numérique ou texte, choix unique, ou choix multiple, et les variables de date. Donc, parce que le data manager, il n'est pas du tout médecin. Donc, quand vous lui parlez glycémie ou, date de naissance, il s'en sort, mais ou EVA à l'arrivée, évidemment, il ne sait pas ce que c'est. Non, mais c'est pas péjoratif, mais il faut qu'il s'en sorte. Donc, ça aussi, c'est une partie du boulot qui est faite entre l'investigateur et le data, pour qu'il y ait une espèce de transcription de langage entre les deux, pour que tout le monde s'y sache. Donc lui c'est extrêmement important pour lui de savoir qu'une EVA, c'est une évaluation de la douleur. C'est pas est-ce que j'ai mal ou non, mais est-ce que la douleur, elle est à 1, 2, 3, 4. En même temps, vous, investigateur, vous pouvez décider que vous vous foutez complètement de savoir si la douleur est à 1 ou à 10, mais seulement est-ce que le malade a mal ou pas mal. C'est vous qui décidez. Mais il faut réfléchir, ça dépend. Est-ce que vous voulez dire que votre malade, si vous faites un protocole pour un antalgique banal, vous allez avoir besoin de quantifier la diminution de la douleur entre avant l'antalgique, après l'antalgique. Bon, voilà. Donc là, vous allez avoir une estimation numérique de la douleur. Ça paraît évident. Donc un deuxième exemple, je l'ai mis parce que là, il y avait donc des variables qui étaient choix unique, oui, non. Antécédents médicaux, il en a pas. Et puis, il y avait choix unique, choix multiple, je ne sais plus où il y a le choix multiple. Enfin bon, voilà, donc ce tableau-là est assez long à constituer, mais il va être très important. Alors ça, c'est la façon dont est codée la variable par le data manager. Donc on comprend bien que c'est le choix de la variable, elle est choisie par l'investigateur, la façon dont elle est retranscrite est choisie par l'investigateur, et la façon dont elle est codée est faite par le data manager. Et là encore, une illustration de mes droits. Alors après, je vous ai dit, mais je ne reviens pas là-dessus parce que vous avez eu un énorme topo sur la loi. En gros, il y a une autre chose qui est caractéristique des données de la recherche, c'est que c'est des données qui sont faites sur des patients. On va se limiter aux données sur les malades, parce que sur les patients inclus dans les protocoles de recherche, parce que c'est plus simple. Et elles ont le principe qui régit la loi, c'est que ces données ne doivent porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et aux libertés publiques. Et c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui édite en fait les conditions d'application de la loi, et votre recherche va être évaluée par le groupe expert, c'est-à-dire le groupe qui assure votre recherche. En l'occurrence, pour les recherches qui sont faites à l'assistance publique, c'est le DRCD, Direction de la recherche clinique, dont l'URC est une émanation, et c'est le DRCD qui est le promoteur, l'assureur de votre recherche, qui va évaluer si l'ensemble de vos variables sont des variables qui sont légales à recueillir dans un protocole de recherche. Donc ça, c'est une partie importante de la recherche, et d'où après la ségrégation en MR 001, 003, ça, vous en fichez complètement parce que c'est des trucs trop spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi et la DRCD, le promoteur doit regarder si les patients, doit s'assurer que les données sont recueillies chez les personnes, que les consentements sont signés avant tout recueil de données. Ça, c'est une première exigence. Ça, c'est une deuxième exigence, que l'identité des patients est cryptée par ordre d'entrée dans un protocole ou d'entrée dans un centre de recherche, dans un centre. Il y a une liste des données autorisées. Vous pouvez tout recueillir, mais vous ne pouvez pas recueillir ce qu'il en est de la religion
Vous pouvez aujourd'hui, alors ça c'est de la religion, si vous recueillez pour la religion, vous devez repasser par la CNIL. Il y a la religion, il y a les antécédents judiciaires d'un patient qui ne doivent pas apparaître dans le cas de la recherche. Et puis il y a une chose qui a récemment changé et qui est vraiment d'importance, en particulier sur mon projet par exemple, c'est important, c'est l'ethnie. Je suis désolée d'utiliser ce terme un peu galvaudé, mais enfin bon, l'origine des populations. Avant, on n'avait pas le droit de recueillir systématiquement cette information. La loi a changé à cause de l'essor de la génétique, je pense. Et par exemple, pour HLH, j'ai évidemment des populations, je compare mes variants à des populations de référence qui viennent des databases américaines ou d'une base à Imagine. Bon. Mais la composition de la population à la paix, enfin en France, pardon, elle n'a rien à voir avec l'Amérique du Nord, en termes d'origine ethnique. Donc, c'est un reproche. Par exemple, vous recueillez 250 patients de la maladie rare et en même temps, vous n'avez pas cette information de base parce que on n'avait pas le droit de la recueillir à l'époque. Donc maintenant, on a le droit. Donc ça, c'est important pour ceux qui font de la génétique. Et ne l'oubliez pas parce que ça, c'est très préjudiciable. Et les données doivent être traitées de façon confidentielle. Et les données doivent être traitées par des personnes prédéfinies qui ont le droit d'accéder à vos données. En gros, on verra un peu plus tard, qui auront le droit d'accéder à votre base de données. C'est-à-dire qu'une base de données, c'est quand même un coffre-fort qui contient des informations qui sont précieuses, rares, qui vont générer quelque chose de nouveau, qui appartient à l'investigateur et ses collègues qui ont réfléchi à la recherche. Et donc, pour entrer et accéder à ces données, il faut quand même, sans être paranoïaque, il faut quand même considérer que ça doit être protégé. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui y ont accès et qui sont prédéfinies. Voilà, donc, il faut le respecter. De même qu'il ne faut pas trimballer les bases de recherche d'un ordinateur, de votre portable. Pourtant, dans la vie pratique, on se dit, mais moi, j'étais la première à le penser, hein. On dit, bah, quand même, il m'embête. Moi, je travaille à l'hôpital A et l'hôpital B. J'ai besoin d'aller voir tel investigateur pour discuter. J'arrive avec ma base. Vous n'avez pas le droit de trimballer vos bases de données sur n'importe quel ordinateur et de les laisser sur n'importe quel ordinateur, n'importe où, dans n'importe quel service. Il faut que ce soit absolument sécurisé. Donc, le data manager, encore lui, qu'est-ce qu'il fait? Personne importante de la recherche, il fait un paramétrage électronique du cahier de recueil d'informations de la recherche. En gros, tous vos variables, il en fait ce qu'on appelle un cahier de recueil, un cahier de recueil de paramètres d'informations de la recherche. Il va en faire un paramétrage informatique et à l'AP, on utilise un serveur qui s'appelle CleanWeb, qui est une plateforme internet qui est sécurisée et qui est conçue, qui est accessible en ligne et conçue pour l'utilisation de la recherche clinique. Donc c'est ça que fait et qui permet une facilitation de la gestion des données, autant sur le plan sécuritaire que... voilà, donc voilà à quoi ressemble CleanWeb. Le CleanWeb de HLH, par exemple, là vous retrouvez, je vous l'ai mis parce que vous avez le patient, donc vous voyez un numéro de sonde qui est crypté, qui est numéroté, on ne sait pas où c'est. Une identité de patient qui est anonymisée, première lettre, dernière lettre, et référence du patient avec des informations, là une information de date. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais, l'information de l'identité du patient doit être discrète. Là aussi, sur CleanWeb, vous avez l'arborescence que vous, investigateurs, vous avez décidé pour votre information. Moi, j'avais besoin de savoir si les patients avaient un scanner, et sur le scanner, il y avait des signes focaux où il y avait des adénopathies. Donc, vous avez après le déroulé de vos informations. Tout ce déroulé a été fait par le data manager. Autant vous dire, moi, je lui ai donné ma liste d'informations, mais lui, il a fait toute l'arborescence et la mise en forme de ces informations. Et par exemple, encore un exemple, j'avais besoin de recueillir les traitements parce qu'on n'avait pas d'idée sur comment les gens traitaient cette maladie en général. Chacun faisait un peu sa sauce. Et donc, on avait une date de traitement, donc ça c'était intéressant. On avait la molécule, on avait la dose, et puis ça c'est un excès de pointillisme qui sert à rien, c'était savoir s'il y avait 1 jour ou 3 jours. Donc ça aussi, ça a été très long de recueillir, et en fait, bon voilà, ça c'est des données, c'est des erreurs qu'on fait au départ et qu'on ne fait plus après, espérons.
Alors, qui remplit cette base? Alors ça, c'est important aussi. Une fois que vous avez votre base, vous êtes tout content, vous avez été à une marche, vous l'avez testé avec votre data, qui va le remplir? Alors là, c'est les métiers de la recherche qui les remplissent. Alors, ça peut être l'investigateur de chaque centre. Ça, c'est un peu pieux, parce qu'en général, ils n'ont pas le temps, donc c'est tout à fait normal. Et il y a du personnel recherche financé par votre recherche, qu'on appelle des techs, qui, eux, ont mission de remplir les informations que vous avez à la fois choisies, formalisées, réduites et exprimées sous un modèle du data manager. Voilà, donc ça c'est le tech. Et il y a une autre partie qui est importante, c'est que les informations qui vont apparaître sur votre base, le promoteur, c'est-à-dire l'URC, qui n'est qu'une émanation de la DRCD, mais le promoteur, il doit s'assurer de la conformité de vos données. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous avez recueilli est juste, est propre, est bien recueilli? Est-ce que votre base, les informations sont là? Et quand elles sont là, est-ce qu'elles sont justes, en fait, pour dire les choses simplement? Donc ça s'appelle le monitoring. C'est un temps extrêmement important et c'est une obligation de la recherche clinique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, vous, investigateur, de dire attendez, moi les dossiers, je vais les prendre, puis je vais tout remplir. Non, 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 vous avez un arc qui vient vérifier si ce que vous avez dit, vous avez une vérification légale de savoir si la qualité de vos données. C'est très important, vous allez voir pourquoi après. Pourquoi? Parce que le but, c'est de fabriquer une base de données qui soit à la fois homogène, bon, l'homogénéité, on en a beaucoup parlé avant, qui soit bien remplie, où il y a très peu ou le minimum de données manquantes, d'où l'idée de ne pas en mettre trop, parce que il en manque, quand on en met trop, il en manque, quand on en recherche trop, il en manque, pardon. D'avoir des données qui soient bien choisies, qui soient justifiées par rapport à la recherche. Et à ce moment-là, vous allez voir la troisième personne importante d'une unité de recherche clinique avec lequel vous allez passer beaucoup d'heures, qui est votre biostatisticien, et qui lui va prendre votre base et avec lequel vous allez faire la partie la plus marrante, qui est l'interprétation des résultats. Et là, vous allez commencer à mouliner, à vous poser les questions qui vous intéressent et vous stimulent. Mais il faut, pour pouvoir faire ce travail, et ce travail de qualité, avoir fait les autres bases de façon le plus rigoureusement possible. Voilà. Donc, alors, là, j'ai mis une base et je vais vous faire bosser. Est-ce que vous trouvez que c'est une base? Ça, c'est la vraie vie, hein. Je suis allée la demander à mon biostat. C'est pas une base data manager. Ça, c'est de la base, je dis ça avec beaucoup de gentillesse, c'est de la base faite par l'investigateur dans son service qui veut faire une recherche. Alors, à votre avis, quels sont les défauts de cette base? Vincent, tu n'as pas le droit de jouer. Les valeurs ne sont pas toutes homogènes. Lesquelles? La date, par exemple, elle n'est pas écrite de la même façon. Ouais, par exemple. La quantité de glycémie n'est pas systématiquement en grammes par litre. Voilà, il y a une minimole en grammes par litre, donc il y a une non-homogénéité des unités. Ouais, super. Il manque des périodoties. Il manque ça, il manque une donnée là. Et le pire. C'est homme-femme, c'est homme-femme. C'est pas équilibré. Homme-femme, ça va. Les dates, Les dates. Ah ouais, les dates, non mais n'importe quoi les dates. Ah bah, les dates, elles sont les points, les virgules. Comment? Les points, les virgules. Ouais, exactement. Les points et les virgules. Bon, non, en fait, c'est pas une vraie base, là, on a un peu fait un pêle-mêle. Ok. Et vous en avez oublié un, je crois que j'ai oublié aussi d'ailleurs. Vous avez oublié. Ah oui, il y en a un énorme. Énorme. Le biostatisticien, là, il vous tue. Réfléchissez, c'est en biostat, en recherche clinique, c'est. En fait, il est sorti de l'hôpital avant d'entrer. Voilà, il est sorti de l'hôpital avant l'entrée. Alors ça déjà. Exactement. Donc il y en a deux gros encore. Il y a celui-là, absolument, c'est hyper, et celui-là. Mais ça c'est un classique, je ne veux pas savoir. Et après l'autre, qu'est-ce qu'il y en a un dernier. Si. Le N1 ne sont pas applicables. On ne sait pas s'il a une cardiopathie ou
Non, non, mais c'est pas de la médecine, c'est de la formalisation. On n'essaye pas de savoir s'il est. Ouais, alors il y a le NA qui va pas, absolument. Et alors il y a un autre truc, c'est que là, vous avez deux données dans la même case. Alors ça, c'est un péché mortel pour le biostat. L'horreur. Et il m'a dit, c'était le pire du pire du pire. Donc une case, une donnée, point barre. Ok. Donc voilà, donc quand vous arrivez avec cette base-là, auprès de votre biostat, il vous regarde, il est furieux, il n'est pas content, et vous pouvez repartir et passer la nuit à corriger votre base. Ça nous est tous arrivé, mais c'est pour ça que tout le cheminement dont je vous ai parlé précédemment évite qu'au moment où c'est le plus excitant, c'est-à-dire qu'on va commencer à vraiment faire des trucs marrants, et ben on se dise, bon allez, on est reparti dans des trucs un peu laborieux et scolaires, voilà. Donc voilà. Donc, vous les avez tous trouvés. Je finis pour vous dire qu'on s'en est quand même sorti pour enfin, on est peut-être en train de s'en sortir pour HLH. Donc voilà, on a effectivement trouvé des variants nouveaux, une nouvelle forme de variant et de la connaissance nouvelle sur des formes génétiques de maladies d'adultes. Et puis sur les déterminismes physiopathologiques de cette pathologie. Et en conclusion, un projet de recherche, ça suit des étapes ordonnées. C'est pour ça que souvent, les investigateurs viennent nous voir à l'allure, qui nous disent « vous êtes un peu rigide, vous êtes un peu embêtant, etc. » C'est vrai, mais ça permet quand même de faire des choses de façon propre à la fin. Et que je vais pouvoir passer quelques années dans des labos de recherche biologique. Ils ne sont pas moins rigides, croyez-moi, donc ils sont tout aussi exigeants, et c'est bien normal. Que les données de la recherche ont des contraintes, que le recueil de données de la recherche a des contraintes en termes de qualité, mais aussi en termes juridiques, qu'on est là absolument pour vous aider dans la mesure de nos moyens, et donc je pensais à vous, mademoiselle, pour votre difficulté, parce que j'ai vu d'autres étudiants comme vous, un doctorant, auxquels on demandait d'avoir des compétences vraiment pour monter des projets de recherche qui me paraissent délirantes quand on a un doctorat à faire. Donc si on peut vous aider, venez nous voir. Je pense qu'on peut travailler avec l'INSERM, la dame de l'INSERM, on doit rediscuter ensemble, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et recherche pour assurer une recherche de qualité et à un niveau éditorial satisfaisant. Et je voudrais juste remercier vraiment le personnel de l'URC, qui est un personnel ultra confidentiel, qui fait un boulot d'une qualité mais vraiment remarquable, et avec beaucoup d'humilité et dans un souci de la précision et de la réglementation. Donc vraiment, je leur adresse mes félicitations et mes remerciements. Voilà, je vous remercie. On va passer aux questions. Y a-t-il des questions? C'est une question remarque. Ce qui est difficile du point de vue des laboratoires, en tout cas hospitaliers, c'est d'avoir connaissance des items mis dans le ICRF avant de commencer les dosages, et donc d'être en mesure de rendre les résultats dans la bonne unité. En général, on te demande dans la bonne unité, une fois que tout est déjà fait, tout est déjà rempli dans les tableaux, et que limite le biostat, il a déjà jeté son premier coup d'œil. Tu parles des données biologiques? Biologiques, genre glycémie, genre les hormones, tous ces trucs-là. Et je trouve, alors je constate qu'il y a un manque de communication entre la recherche clinique et les laboratoires de recherche avant la mise en place des dosages. C'est-à-dire que l'investigateur réfléchisse dans son coin avec l'URC, oui, évidemment, on n'intervient pas à ce moment-là. Mais je pense que d'impliquer les biologistes le plus tôt possible, ça permet de se mettre d'accord dès le début. Et quand on est d'accord dès le début, on gagne du temps beaucoup après.
Et ça, il faut, je pense, beaucoup de pédagogie de part et d'autre pour qu'on arrive à développer ça. Écoute, tu veux répondre à ça? Moi je suis tout à fait d'accord avec toi parce que effectivement, et d'ailleurs ça fait partie de mes marottes, c'est que la transnationalité, enfin, c'est ce que j'aime entre la clinique, le patient et la recherche soit beaucoup plus fluide. Pour les idées, parce qu'on ne réfléchit pas, les uns et les autres ne réfléchissent pas exactement avec les mêmes, les mêmes outils. Donc, mais par contre, l'interaction, elle est en général, elle est assez dynamique, elle marche bien. Et pour les deux, pour les deux partenaires, j'ai remarqué. Et puis après, pour la mise en forme, je suis d'accord avec toi, parce que moi, mes 250 patients, quand ils ont été séquencés, ils étaient identifiés par des numéros. Et puis dans la base, ils étaient identifiés comme... Et alors après, moi, j'ai passé des journées à croiser qui était qui. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, ça fait partie d'une organisation, encore des choses de société qui n'avaient pas été faites à la base et qui après vous donnez dingue. Ça vous rend dingue de passer vos journées à savoir quel est le... Donc oui, je ne sais pas, Nadine, on pourrait imaginer peut-être avoir connaissance, nous, à l'UR, des différentes compétences des labos INSERM. Enfin, je dis INSERM, mais je peux me tromper, des labos, disons labos de recherche de la fac, et hors mur, mais de la fac, de façon à ce qu'on ait plus réflexe, quand on voit arriver des investigateurs, de se dire, est-ce qu'il y a une translationnalité ou une discussion ou une conversation qui peut se mettre en place sur l'idée d'abord de mettre plus de physiopathologie dans les projets. Ça, c'est quand même une chose intéressante. De plus en plus, nos investigateurs, ils veulent faire des collections biologiques. Mais ils ne savent pas forcément quoi en faire. Donc, c'est difficile d'aller demander 300 000 € pour une collection biologique si tu n'as pas une idée derrière. Et ça, l'investigateur clinicien, c'est moins son job et c'est normal. Donc, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait plus de voilà. Écoute, ça me donne l'occasion de faire la conclusion de la journée. Merci Coralie. De l'après-midi en tout cas. Moi déjà, première chose, je vais remercier tous les orateurs parce que je crois qu'on a bien balayé l'ensemble des champs, j'allais dire, d'investigation à explorer et on a bien mis en avant les questions qui restent, pour certaines, non résolues, c'est clair. Et je suis tout à fait d'accord avec ta proposition et en fait on en parlait tout à l'heure avec Vincent. Je pense que la question que j'ai posée tout à l'heure, elle n'était pas subversive, elle était juste pragmatique. C'est vrai qu'entre les DPO universitaires, tous les gens de l'URC et plutôt du côté APHP et puis médical et puis les EPST, c'est un peu compliqué pour un jeune investigateur, même pour les plus vieux, soyons honnêtes, de savoir exactement vers qui il faut se tourner. Et quand on n'a pas les voies initiales, c'est un peu compliqué. Donc moi je propose vraiment qu'on essaye de retravailler à cela. Ce d'autant plus qu'on est quand même en train de vivre une grande période de rapprochement entre le groupe hospitalier en tout cas et l'université, avec notamment une agrégation, on va dire, de toutes les tumorothèques qui vont arriver sur un seul site, un regroupement, une grosse demande des gens qui travaillent en recherche d'avoir accès à des bases de données et avoir le moyen de faire des bases de données. Et c'est vrai qu'on essaye de mettre en place un peu un petit groupe de travail autour de cela. On était peut-être un peu en manque de communication et c'est peut-être à ça aussi que sert l'Open Science. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à aller travailler ensemble et à essayer. On va essayer de monter un peu un petit groupe de gens qui seraient intéressés à mettre ça en avant. Je pense que c'est une très très bonne idée à travailler dans la notion d'un campus hospitalo-universitaire
en n'excluant bien sûr pas les gens des données des santé publique, etc., parce que ça aussi c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous d'avoir assisté à cet après-midi. Et donc je reprends l'idée de Karim, que nous puissions à nouveau organiser une autre journée, peut-être en fin d'année, sur le site. Ça serait une très bonne chose. Quelques mots de conclusion que j'espère non redondants, mais un grand merci à la fois aux juristes qui nous ont montré que le terrain était plein d'embûches, mais néanmoins praticable si on s'appuie sur les personnes compétentes, et aux médecins dont j'avoue que j'appréhendais un peu les interventions en me disant que ça allait être incompréhensible et qui sont finalement très rassurants. Parce que notamment, Madame Bloch-Hérin nous a fait croire qu'on était dans une bibliothèque en train de discuter de classification des ouvrages, même si les objets ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça nous montre que les coopérations à venir sont riches et multiples. Je voulais ajouter deux petites choses. Remercier Bénédicte Scholfi-Lebègue, qui est parmi nous aujourd'hui, alors qu'elle est partie en retraite depuis le mois de juin. D'aucuns la connaissent. Elle était la responsable de la bibliothèque universitaire Jean Dossé. Et si on est tous là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc merci Bénédicte d'avoir beaucoup insisté pour que ces journées aient lieu et d'avoir initié leur organisation qui a été reprise avec beaucoup de brio par Robin, Rico et Karim, mais je ne vais pas recommencer tous les remerciements. Et vous signaler, si c'était nécessaire, l'actualité de notre débat d'aujourd'hui, puisque dans le Monde daté du 17 janvier, publie une tribune du Syndicat national d'édition et de la Fédération nationale de la presse spécialisée sur les enjeux de la science ouverte et s'inquiète que Frédéric Vidal ait l'air de vouloir évincer les éditeurs des profits de la recherche, si on caricature un peu leurs propos. Je vous invite à lire et preuve est que nous étions en pleine actualité. Merci à tous.